Et Farid pour l'invitation. Mais comme je ne vais pas te remercier, tu peux la prendre comme un remerciement. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, ce que je vais parler de manière assez rapide de ce que j'appelle, bon, que je suis en train de développer, mais j'appelle le dilemme de l'islam sénégalais et le dilemme de l'islam africain, subsaharien de manière générale, sachant que, entre parenthèses, l'islam sénégalais et l'islam africain n'existent pas. Ce sont juste des termes génériques qu'on utilise. Il y a des musulmans en Afrique, des musulmans au Sénégal qui ont de différentes manières de pratiquer cet islam. Mais pour faire rapide, je parle d'islam africain, islam sénégalais, mais entre guillemets, quoi. C'est pour ça que j'ai intitulé un peu mon intervention préservation de la tradition, prévention de la radicalisation et contestation de l'islam confrérique, le tout dans une dynamique unitaire, c'est-à-dire comment faire en sorte de mieux fortifier cet ancrage de l'islam confrérique. Alors oui, ça, je commence par le commencement. Parce que l'introduction de l'islam au Sénégal, les historiens parlent de l'offensive almoravide, nous sommes au XIIe siècle. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, c'était une pratique de cours, c'est-à-dire qu'on pouvait voir un groupe se convertir à l'islam et du jour au lendemain, puisque les conquérants sont partis, qu'ils vont changer de religion, parce qu'ils étaient soumis peut-être aux épées et non pas aux seigneurs derrière les hommes qui sont derrière ces épées. Et ça a continué comme ça pendant un moment jusqu'à la phase vraiment de la démocratisation de cet islam grâce aux 4 confréries, la Qadriya, la Tijaniya, la Layène, la confrérie des Layènes et la confrérie des Mourides. Et cet islam confrérique a un ancrage. Si ça vous intéresse, je pourrais donner quelques chiffres après. Du coup, il y a des organisations qui sont non pas hiérarchiques, mais parfois polyhiérarchiques. C'est-à-dire qu'il y a même des mutations à l'intérieur même de ces 4 confréries. D'accord. Maintenant, cette présence confrérique a dominé pendant longues années. C'est pour ça, à l'époque, nos amis africanistes aimaient parler de l'islam noir. On se souvient de la phrase de Paul Marty. Un musulman sénégalais est forcément soumis à un marabout. Quand tu lui dis qui tu es, il dit je suis musulman et un marabout. Mon sérigne est un tel. C'est-à-dire qu'on ne savait pas faire la différence entre l'appartenance ou bien la soumission à un marabout et l'appartenance à une religion. Il y avait un peu d'exagération, mais ça a dominé le champ académique pendant un moment. C'était Vincent Montaigne, mais c'était plus tard, on a eu des Christian Coulon jusqu'à ce qu'il y ait la phase de rupture avec des chercheurs comme le Dr Sergueï Bakary Samb, les Sophie Bava et consorts qui ont apporté en tout cas d'autres modes d'analyse qui rompaient avec des préconçus d'antan. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, là, on a commencé à voir l'arrivée des mouvements contestataires. C'est-à-dire, derrière les mots contestataires, je mets des musulmans qui se réclament du salafisme, des musulmans qui sont plus proches du modernisme intellectuel de Mohamed Abdou et de Jamal el-Din el-Afghani, des musulmans peut-être ce que René Otayek appelle les musulmans mondains. Le terme est pourri, je le sais, mais c'est comme ça qu'il les appelle. C'est-à-dire des gens qui se disent musulmans, mais qui ne se réclament ni de salafisme, ni des frères musulmans, ni des confréries soufis. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que dans ces discours contestataires, il y a un mouvement bien particulier qui aspire non pas, si on peut dire, à l'éradication même de cet islam confrérique, qu'il pense être une innovation, bid'a, et là c'est un mouvement qui va puiser dans les thèses de Mohamed Ibn Abdul Wahhab et consorts, de quoi contester cet islam confrérique qui a dominé pendant longtemps. Pourquoi je dis cela? C'est que récemment au Sénégal, il y a eu un procès historique sur terrorisme et apologie du terrorisme. Et à l'époque, quand Dr Bakary Samb nous avait envoyé à Vélingara avec un ami Mbassachoun, on avait un peu enquêté là-bas et on s'est rendu compte que
l'un des condamnés, c'est-à-dire Omar Yafa, est passé par ces écoles où on enseignait cette contestation de l'islam confrérique. Et il est passé dans ces écoles, il a été nourri de ces discours contestataires avant même d'aller rejoindre le groupe de Shekau, avec la secte Boko Haram. Voilà, Boko Haram. Mais récemment aussi, en Libye, il y a eu une menace que la presse sénégalaise a publiée, qui nous venait d'un Sénégalais qui était dans un groupe djihadiste basé en Libye. Il disait: le djihad est notre religion. L'islam nous a ordonné de combattre ceux qui ont apostasié. Au Sénégal, l'islam est caricaturé et le Sénégal va savoir qu'Allah nous a choisi pour combattre. Et une fois le cadre argumentatif défini, il s'est attaqué à la confrérie mouride qui, selon ses propres dires, adore Serigne Touba en dehors d'Allah. Serigne Touba étant Cheikh Ahmadou Bamba. Du coup, il a défini un cadre argumentatif qu'il va puiser dans la rhétorique d'un groupe très connu de contestation de l'islam confrérique. L'exemple que je peux donner, c'est Omar Sall, qui est un prédicateur très célèbre au Sénégal et très influent aussi sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, il disait, dans un enregistrement qui a été rendu public, il taclait Cheikh Ibrahim Niass de la Tijaniya, Cheikh Ahmadou Bamba, et il disait: les disciples d'Ibrahim Niass se prennent pour Dieu. Et dans ses critiques de la confrérie mouride, il disait qu'il faisait part de ce qu'il appelle les dangers de poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba pour le credo islamique. Du coup, vous voyez comment un discours qui est transmis dans un cadre précis va être récupéré par des groupes, par contre, cette fois qui feront appel à la violence. Mais face à ces contestations, qu'est-ce qui se passe? Soit on peut avoir des réformes internes des confréries, on l'a vu, peut-être certaines réformes, peut-être Cheikh pourrait y venir mieux que moi, peut-être certaines réformes n'ont pas de lien direct avec ce discours, mais on a le Hizb ut-Tarqiyyah chez les Mourides qui a essayé d'avoir une autre vision. Chez les Tijanes, il y a eu les Moustarchidines ou les Moustarchidat qui essayent d'allier modernité, mais aussi de s'ancrer dans la tradition. Mais il y a autre chose qui est né pour justement essayer de préserver cette tradition, sachant que préserver cette tradition, c'est-à-dire cet islam que nous connaissons ailleurs, qui n'a pas été toujours paisible pour nos amis qui pensent que dès qu'on parle de soufisme, on parle de paix. Le soufisme, c'était Cheikh Ahmadou Bamba, mais c'était aussi des gens qui ont pris les armes. Cheikh Arslan en Syrie, c'était un peu Al-Hadji Omar Foutiyou Tall qui s'est battu. Et on a des exemples, Abdel Khadir Djezairi, même si c'était un autre contexte. Du coup, il y a eu des initiatives de dialogue intra-islamique au Sénégal, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Parce que je pense que mon ami l'a dit tout à l'heure, il a été dans le dialogue interreligieux. Moi aussi, j'étais dans le dialogue interreligieux pendant des années. Mais je pense que les musulmans ont raté quelque chose, le dialogue intra-islamique. Comment faire en sorte que des personnes qui se réclament de la même religion puissent s'asseoir autour d'une table pour parler de différents sujets sans se taper dessus. C'est très compliqué, hein? C'est pas évident. Je pense que Cheikh pourra y venir tout à l'heure avec le cadre unitaire. Mais le cadre unitaire, il a réussi à mettre ensemble des gens peut-être qui n'étaient pas destinés, mais qui, s'il n'y avait pas le cadre unitaire, ne pourraient pas se rencontrer. Pourquoi je dis cela? Parce que je pense que j'ai encore 1 minute et demie. 1 minute. Ah, pas et demie. 1 minute. Ok. Pourquoi je dis cela? C'est que une fois je discutais avec un ami égyptien, un cheikh Azhari qui fait sa thèse maintenant à Strasbourg. Il m'a dit: Jamil, mais pourquoi il y a une paix comme ça au Sénégal? Il y a une tolérance, la religion est présente, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Et moi, le naïf que j'étais, je lui dis: écoute, c'est parce qu'il y a les confréries soufis. En fait, j'étais une fausse bonne idée. Parce que, en réfléchissant, je dis: en fait, les confréries sont au Nigeria. Mais ça n'a pas suffi. C'est qu'il y a des ressources endogènes, Cheikh nous l'expliquait ailleurs, qui ont fait que les confréries ont pu occuper cette place. Pourquoi il y a le soufisme au Mali et n'ont pas cette force? Pourquoi il y a des soufis au Maroc, mais il suffit d'aller parfois nous, quand on va à Fès,
à 200 mètres de la Zawiya Ahmed Tijani, on peut demander à des Marocains, vous voyez où se trouve Ahmed Tijani, ils peuvent le dire non, on ne sait pas de qui il s'agit. Mais au Sénégal, il suffit de parler de chez Ahmed Tijani et tu peux voir même des gens trans. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs endogènes qui ont permis à ces confréries de s'implanter, mais aussi de préserver un peu le contrat social sénégalais. Il me reste 15 secondes, je suis en train de calculer. Je vais finir avec une autre donne que j'observe un peu, par contre, cette fois chez des amis qui sont dans la mouvance afroféministe. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je pense, c'était à la pause, on parlait un peu de la mémoire et de l'histoire. Mais je pense qu'il y a quelque chose que nous avons raté. Là aussi, ce n'est pas le dilemme de l'islam sénégalais, mais c'est le dilemme de l'islam africain. C'est qu'il y a quelque chose que nous avons raté à un moment donné. Quand on parle de la violence et de la mémoire. C'est que moi, je veux bien qu'on passe tout le temps notre temps à parler de ce qui s'est passé avec nos amis français et tout ça. Qui quand même ont quand même voté une loi pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. D'accord? Je cherche un pays arabe qui l'a fait, alors que la traite transsaharienne a été beaucoup plus longue, a fait beaucoup plus de victimes. Et ce que je constate parfois dans les mouvances afroféministes, c'est qu'ils peuvent se dire, des femmes qui vont se dire, oui, nous sommes musulmanes, mais avant d'être musulmanes, nous sommes des négro-africaines et que nous avons des comptes à régler avec nos amis, même si on partage la même religion. Je pense que c'est une question sur laquelle j'ai fini. D'accord, bon, je finis avec ça. En 20 secondes pour finir. Une seconde. 20 secondes. 20 secondes, ça va le faire. Je suis généreuse. Je t'offre 10 secondes, je le fais en 10 secondes. Pour finir avec ça, je pense que le premier piège, c'est d'éviter ce que d'aucuns appellent les murs anthropologiques. Bakary l'a dit, l'autre, tu l'as dit tout à l'heure aussi Farid. C'est que quand on vient et qu'on va transplanter, par exemple, le dialogue interreligieux, ça n'a aucun sens au Sénégal. On parle parfois du dialogue islamo-chrétien, mais il y a d'autres choses qui marchent un peu plus. Et ces ressources endogènes, je pense qu'on a beaucoup plus pas plus de valeur, mais plus de succès que d'autres choses que nous pouvons plaquer comme ça en sortant de nos universités. Merci Djamil pour tes explications. Je te remercie.